Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur le Sénégal, un an après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Élu en mars 2024, il est devenu, à 44 ans, le plus jeune président du pays. Prise de fonction le 2 avril 2024. Oui, bonjour. Effectivement, plus d'un an déjà, une période riche en annonces et en premières mesures. Alors justement, après un an, quel premier bilan peut-on tirer? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Quelle trajectoire se dessine? On va essayer de décrypter ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce contenu vous plaît. Tout à fait. L'arrivée de Faye s'était perçue comme une rupture, avec beaucoup d'attentes. Et parmi les premières actions marquantes, il y a eu des réformes institutionnelles assez rapides, assez symboliques aussi. Symbolique, vous dites, par exemple. Eh bien, la suppression de deux organes consultatifs assez connus, le Conseil économique, social et environnemental, le CSE, et puis le Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT. Ah oui, ça n'est pas rien. Une coupe assez nette dans l'appareil d'État. Quelle était la justification derrière cette décision? Et est-ce qu'on a une idée de l'impact financier? L'argument principal avancé, c'était clairement budgétaire. Ces institutions étaient jugées, disons, coûteuses et pas forcément indispensables dans leur forme actuelle. D'accord. La suppression, selon les chiffres du gouvernement, permettrait une économie d'environ 77 milliards de francs CFA sur 5 ans. 77 milliards sur 5 ans. Et cet argent, il va où? Officiellement, l'idée était de le réaffecter vers des secteurs prioritaires, notamment l'éducation. Il a été question de financement pour le recrutement d'enseignants, par exemple. C'est un choix politique fort, vous voyez, qui signale une volonté de réorienter les dépenses publiques. Une réorientation des priorités, donc. Et cette volonté de remodeler le paysage politique, elle s'est aussi manifestée de façon assez spectaculaire, avec la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre 2024. Ça, c'était un geste audacieux. Très audacieux, oui, et surtout très stratégique. Cette dissolution a provoqué des élections législatives anticipées qui se sont tenues en novembre 2024. Avec quel résultat? Eh bien, un résultat sans appel pour le parti du président, le PASTEF, les Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ils ont remporté une majorité écrasante, 130 sièges sur 165. 130 sur 165. Ça change la donne au Parlement. Complètement. Ça lui assure un soutien parlementaire massif pour mettre en œuvre son programme. Il a les coudées franches, si on peut dire. Une majorité très confortable, c'est sûr, mais ça soulève aussi peut-être la question des contre-pouvoirs, non? Mais bon, passons à un autre sujet qui a beaucoup fait parler. La transparence sur l'état réel des finances publiques. Les chiffres qui ont été révélés ont eu l'effet d'une bombe, n'est-ce pas? Oui, un véritable choc pour beaucoup d'observateurs et pour l'opinion publique. L'administration Faye a communiqué, assez crûment d'ailleurs, un tableau financier bien plus sombre que celui qui était connu, ou du moins communiqué, par le régime précédent. Plus sombre, c'est-à-dire, donnez-nous quelques chiffres clés. Alors, la dette publique, par exemple, elle a été réévaluée à près de 18 600 milliards de FCCFA, ce qui est énorme. Pour PIB, le produit intérieur brut, à quasiment 100%. On parle de 99,67%, pour être précis. Alors que le chiffre qui circulait avant, c'était plutôt autour de 76%. Quasiment 100%. Oui. L'écart est considérable. Et sur le déficit? Même chose, le déficit budgétaire pour l'année 2023 a été aussi revu fortement à la hausse. Il dépasserait les 10% du PIB. Là encore, le chiffre annoncé précédemment tournait plutôt autour de 5%. Des écarts énormes, effectivement. Alors, au-delà de l'effet d'annonce, un peu un nettoyage devant la porte, qu'est-ce que cette transparence implique vraiment et comment le gouvernement compte s'assurer que les comptes seront plus fiables à l'avenir? Cette mise à nu des chiffres, elle sert d'abord à légitimer une gestion future qui se voudra plus rigoureuse, plus austère peut-être aussi. Et ça justifie surtout le lancement d'une vague d'audits dans des secteurs jugés stratégiques. Des audits? Où ça? Des Oui, gros oui. audits? Partout où il y a des enjeux financiers importants, le pétrole, le gaz, le secteur minier bien sûr, mais aussi les comptes publics de manière générale, et certains gros contrats d'infrastructure qui avaient été passés précédemment. L'objectif affiché est double, établir la vérité des comptes et instaurer une nouvelle culture de la redevabilité. Une culture de la redevabilité. On verra ce que donnent ces audits. Parlons maintenant de ce qui touche plus directement le quotidien des Sénégalais, le pouvoir d'achat. Il y a eu des annonces en juin 2024 sur une baisse des prix de certains produits de première nécessité. Oui, c'était une mesure très attendue, une promesse de campagne importante.
Des baisses officielles ont été décrétées sur quelques produits emblématiques. Une baisse de 50 francs CFA sur le kilo de sucre cristallisé, moins 15 FCFA sur la baguette de pain standard de 190 grammes. D'accord. Et des réductions annoncées aussi sur le riz brisé non parfumé et sur l'huile de palme raffinée. Bon, sur le papier, ça semble positif. Mais souvent, entre l'annonce et la réalité sur les marchés, il y a un décalage. Est-ce que ces baisses ont été vraiment effectives partout et durables? Et c'est là souvent que le bas blesse, comme vous dites. Si l'annonce a eu un impact psychologique indéniable, son application concrète et surtout uniforme sur tous les territoires, ça s'est avéré plus compliqué. C'est-à-dire? On a eu pas mal de remontées du terrain, signalant des difficultés de contrôle des prix. Et puis, assez rapidement, un retour de la spéculation sur certains marchés, ce qui a limité l'impact réel de la mesure pour beaucoup de consommateurs. Le suivi est difficile. D'accord, un défi d'application donc. Alors, au-delà de ces mesures un peu conjoncturelles, est-ce qu'il y a une vision à plus long terme qui se dessine? On entend parler du plan Sénégal 2050. Ça recouvre quoi exactement? Oui, c'est le grand projet, l'agenda national de transformation systémique, qui a été lancé officiellement en octobre 2024. C'est un plan qui fixe des objectifs économiques et sociaux très ambitieux à l'horizon 2050. Ambitieux comment? En termes de chiffres, par exemple, maintenir une croissance économique soutenue, entre 6 et 7% par an en moyenne, tripler le PIB par habitant pour atteindre environ 4 500 $ US d'ici 2050. Et aussi, contenir le déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB à terme. Des objectifs très forts. Et comment financer tout ça? Justement, le plan prévoit un programme d'investissement prioritaire assez massif pour la première phase, 2025-2029. On parle de 21 milliards de dollars annoncés. 21 milliards de dollars. C'est un programme énorme. Et il y a aussi une dimension technologique importante avec ce qu'ils appellent un New Deal technologique. Exactement. C'est une stratégie numérique nationale qui a été lancée en février 2025, là aussi avec un budget conséquent. 105 milliards de FCFA, soit environ 1,7 milliard de dollars, étalés sur 10 ans, jusqu'en 2034. Et l'objectif de ce New Deal? L'idée est de faire passer la contribution du secteur numérique au PIB de 6% actuellement à 10%. Pour y arriver, le Sénégal mise sur des partenariats stratégiques. On a vu des accords signés avec Visa, par exemple, pour moderniser les systèmes de paiement, ou encore avec le géant chinois Huawei pour le développement des infrastructures numériques. D'accord. Un autre thème qui revient constamment dans le discours du président Faye, c'est la souveraineté, surtout concernant les ressources naturelles. Comment ça se traduit en actions concrètes? Eh bien, par des actes assez forts, oui. Une commission spéciale a été mise sur pied avec pour mandat de passer en revue et de renégocier l'ensemble des contrats miniers, pétroliers et gaziers du pays. Renégocier tous les contrats, c'est énorme. C'est l'objectif affiché, obtenir des conditions jugées plus favorables pour l'État sénégalais. Une meilleure part des revenus. C'est une démarche complexe, bien sûr, avec des enjeux juridiques et économiques considérables face aux compagnies internationales. J'imagine. Et dans le même esprit de souveraineté? Dans la même logique, il y a eu la décision de ne pas renouveler l'accord de pêche avec l'Union européenne. L'accord est arrivé à échéance en novembre 2024 et le gouvernement a décidé de ne pas le reconduire, en affirmant vouloir ainsi privilégier l'accès à la ressource pour les pêcheurs artisans locaux. Une décision qui a dû faire réagir à Bruxelles, j'imagine. Et pendant ce temps, le Sénégal est aussi devenu producteur d'hydrocarbures. C'est une nouvelle ère qui commence. Tout à fait. C'est un tournant majeur. La production de pétrole a effectivement démarré sur le champ offshore de Sangomar. Et le grand projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, le projet GTA, qui est partagé avec la Mauritanie voisine, est lui aussi en phase de démarrage de production. Donc de nouvelles recettes en perspective. Potentiellement, oui. Ça ouvre de nouvelles perspectives économiques, c'est indéniable, mais ça pose aussi d'énormes défis en termes de gestion transparente et équitable de cette manne future pour éviter ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Bien sûr. Et sur le plan diplomatique, comment le Sénégal se positionne-t-il là sous Faye? On observe un certain repositionnement. Déjà, symboliquement, la création d'un ministère qui combine l'intégration africaine et les affaires étrangères. Ensuite, une diplomatie qui se veut plus tournée vers le voisinage immédiat, l'Afrique de l'Ouest. Et on a vu le Sénégal jouer un rôle actif de médiation, de facilitation entre la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les pays de la ASS, l'Alliance des États du Sahel, qui sont un peu en rupture de banc. D'accord, un rôle de pont. Mais malgré tout ce volontarisme affiché, ces plans ambitieux, il y a quand même des difficultés qui persistent, non? Quels sont les principaux défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui? Oui, le tableau n'est pas tout rose, loin de là. Plusieurs indicateurs montrent des tensions économiques et sociales.
Par exemple, le secteur du BTP, le bâtiment et les travaux publics, a connu une crise assez sérieuse. Avec une chute notable de la production de ciment, fin 2024, on parlait de moins 9,3% au quatrième trimestre. Ah oui, c'est un signe qui ne trompe pas souvent. Exactement. Ensuite, le poids de la dette publique, même si on en connaît mieux l'ampleur, reste une contrainte très lourde sur le budget de l'État. Et puis, il y a les problèmes structurels qui perdurent. Le chômage, en particulier celui des jeunes, qui reste très élevé, autour de 20% selon les estimations. Et les relations avec les institutions financières internationales, le FMI par exemple? C'est un point important. Le programme en cours avec le Fonds monétaire international est pour l'instant, disons, en suspens. Le FMI attend des clarifications sur la trajectoire budgétaire réelle et la soutenabilité de la dette avant de reprendre pleinement sa coopération. Donc, pour résumer cette première année, on a d'un côté des réformes institutionnelles fortes, une volonté de transparence parfois un peu brutale, et une vision de transformation à long terme très ambitieuse, avec des plans d'investissement massifs annoncés, plus de 22 milliards de dollars au total si on cumule. C'est ça, une volonté de rupture et de grands projets. Mais de l'autre côté, on a des défis économiques bien réels et immédiats. Le BTP qui souffre, la dette qui pèse lourd, le chômage qui ne baisse pas significativement et des attentes sociales très fortes. Tout à fait, c'est tout l'enjeu pour le président Faye et son gouvernement. On voit bien les actions fortes, la trajectoire qui est dessinée. Mais la question fondamentale, et c'est peut-être la pensée avec laquelle on peut laisser nos auditeurs, Oui. c'est de savoir comment le Sénégal va réussir à concilier ses très grandes ambitions de développement, de transformation structurelle, de souveraineté affirmée, avec les réalités budgétaires qui restent très contraintes, et surtout avec les attentes sociales pressantes de la population, notamment de la jeunesse. Cet équilibre sera extrêmement délicat à trouver et à maintenir. Un équilibre délicat, en effet. Comment naviguer entre les plans sur le papier et les urgences du quotidien? C'est la grande question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses.